Bonjour à tous, bienvenue sur ce Tech Live, transformer vos revues de code en levier de performance. Pour pouvoir commencer. Alors, une petite intro pour commencer. Qui est là? Je vais me présenter rapidement. Arthur Kuhn, je suis le CTO de la Digital Factory de Clanic. Donc ça fait 10 ans que je travaille dans la tech sur différents rôles. Je fais des rôles plus projet et d'autres plus techniques, PO, dev, lead dev. Un peu vu pas mal de métiers différents sur différents types d'entreprises, soit plus start-up ou des entreprises un peu plus grosses. Et là-dedans, moi, les sujets qui m'intéressent le plus, c'est tout ce qui est amélioration continue sur le process de dev. Comment mettre en place des process de dev qui sont à la fois confortable pour les personnes qui bossent avec et qui soient productifs. C'est quand même l'objectif final. Et depuis un peu plus récemment, comment intégrer l'IA là-dedans. C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais il y a pas mal de trucs intéressants à faire avec de l'IA pour travailler encore mieux, être plus productif. Et vraiment, ce qui me guide là-dedans, c'est trouver des solutions pragmatiques pour apporter le plus de valeur possible avec des solutions techniques. Et pour dire un petit mot rapide sur la Digital Factory, du coup, où je travaille là chez Clanic en ce moment, c'est l'entité de Clanic qui développe des applications web et mobiles pour ses clients sur l'ensemble du cycle de vie, du coup, de la partie vraiment co-conception avec nos clients, jusqu'à l'hébergement et la maintenance derrière, en passant bien sûr par toute la partie de développement. Voilà pour cette petite intro. Du coup, on va pouvoir entrer un peu plus dans le live du sujet du jour. Le sommaire. On va faire une petite intro sur et des petits rappels sur ce que c'est que les revues de code et quand est-ce que ça a lieu dans le process de dev. Comment on fait des revues de code en pratique, pour quels impacts et quels bénéfices, comment est-ce qu'on peut aller plus loin en automatisant une partie, et après une petite conclusion et les questions si vous en avez. On peut recommencer du coup sur la partie revue de code. C'est quoi une revue de code? On va faire une définition qui est assez simple, mais qui permet quand même de rappeler les basiques. La base, c'est vraiment de relire le code qu'a produit un autre développeur pour faire des commentaires dessus, dans le but de l'améliorer ou de détecter des problèmes. C'est assez basique, mais ça permet de résumer un peu ce que c'est et de redonner un peu de contexte. Après, quand est-ce qu'on fait une revue de code dans le process de dev? Ce qui est intéressant aussi comme rappel, sur un process de dev assez classique, on part d'un ticket, on peut appeler autrement aussi, mais l'idée c'est d'avoir un besoin, un ticket qui a été exprimé. Le dev va faire le développement en local, il va faire son commit, son push, créer sa MR, il y a la CI qui va passer, et ensuite on va faire la review, avant que ce soit mergé sur main et disponible du coup en test et pour les utilisateurs finaux. Je mets un petit détail, c'est qu'on peut aussi faire des revues post-merge dans des cas particuliers, mais ce qui peut être intéressant aussi, et on reviendra dessus un peu plus loin. Donc voilà pour cette brève intro, et on va pouvoir entrer directement dans la pratique et comment faire de bonnes revues de code. Il y a un point de départ qui est super important, c'est de faire des merge requests qui sont courtes. Pourquoi? On va le voir juste après. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des merge requests qui font, dans l'idéal, 200 lignes. Nous, on a essayé de mettre jusqu'à 400 lignes grand max. Mais l'idée, c'est de faire des merge requests les plus courtes possibles, parce que plus elles sont longues, plus la personne qui va faire la review va perdre en vigilance. Ça va ajouter énormément de complexité, parce que si on se retrouve avec 100 fichiers qui vont changer et 10 000 lignes à regarder, ce qui va se passer dans 90% des cas, c'est qu'on va lire en diagonale. Du coup, ce sera pas efficace, ça sera pas agréable pour la personne qui review, parce que se retrouver avec autant de une merge request qui est aussi longue, c'est jamais cool. Et en plus, c'est pas efficace du tout, puisque comme je disais à l'instant, c'est qu'on va lire vraiment en diagonale.
À quoi ça sert du coup de faire des merge requests qui sont relativement courtes. Après, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire des MR qui sont courtes? Il y a un point de départ qui est essentiel et qui n'est pas uniquement technique, c'est la taille des tickets au départ. C'est sûr, si le ticket de base, c'est de faire une énorme fonctionnalité, on n'arrivera jamais à rentrer dans les 200 lignes, 200 lignes qu'on vise. Donc, c'est un point qui est super important que ce soit sur la partie plus projet et PO ou découpage en tâches techniques en fonction de comment est-ce qu'on fonctionne. Mais plus les tickets sont courts, plus le scope des tickets est réduit, plus on fera des MR courtes et plus on pourra faire des reviews efficaces. Et sachant que ça a aussi d'autres avantages, ça permet de se concentrer sur une fonctionnalité plus précise et éviter de se perdre et potentiellement oublier des points qui étaient dans le ticket à la base. Ça, c'est vraiment le point de départ qui est essentiel pour moi pour faire des bonnes revues de code. Et après, il y a des points qui sont un peu plus techniques, qui sont vachement intéressants aussi. Sur la partie refactoring, c'est intéressant de faire quand même régulièrement du refactoring, mais on peut le faire à part pour éviter de polluer un ticket qui n'avait pas forcément de lien au départ. On peut faire sur une merge request à côté, qui permet du coup de vraiment garder le scope du ticket initial, où on a juste les fonctionnalités qui étaient définies dans le ticket, ou la fonctionnalité qui était définie dans le ticket plutôt. Et après, en faire un autre pour faire le refactoring, avec du coup une MR à part pour vraiment dissocier les deux et éviter de se perdre et complexifier la merge request, ce qui passe bien sûr par des commits réguliers. Et après, en fonction de ce qu'on utilise comme process de développement, on peut aussi mettre en place des feature flags qui permettent de merger sur main notre branche qu'on a fait, notre dev, que ça soit merger sur main, potentiellement déployer en staging, voire en prod, mais du coup que ce soit pas disponible pour les utilisateurs grâce à des feature flags qu'on peut faire avec soit des variables d'environnement, soit des solutions qui sont faites pour. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder des merge requests qui sont courtes et les merger rapidement. Sur mon deuxième point, c'est arriver à faire des merge requests qui sont où la revue est faite dans les 24 heures qui suivent la création de la MR pour différentes raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour les développeurs d'avoir une review qui est faite rapidement et de ne pas attendre 2 semaines. Ou en fait, sur les 2 semaines, si on attend 2 semaines pour avoir une review et potentiellement prendre en compte les suggestions, on aura changé de sujet 12 fois entre-temps, on ne saura plus de quoi ça parle, ça va demander pas mal de temps pour se remettre dans le bain, et du coup du temps qui est perdu, et ouais, c'est pas super efficace. Et en plus de ça, qui sont plus des points organisationnels, ça évite aussi ça évite pas mal de conflits. C'est plus le temps de vie des branches est court, moins on a de différences avec le main, et du coup moins de conflits potentiels, avec le temps qu'on peut perdre parfois inutilement à les résoudre si on les avait mergés plus tôt. Et aussi, ça permet bien sûr de mettre en prod plus fréquemment, ce qui est toujours sympa pour l'utilisateur qui voit que ça avance, qu'on a de la valeur qui est livrée beaucoup plus fréquemment, et avoir aussi des retours sur ce qu'on fait rapidement, parce que c'est bien d'avoir les retours sur la review, mais après on peut aussi avoir les retours utilisateurs, et pareil, plus vite on les a, moins on change de sujet, et plus c'est efficace. Donc voilà, sur ce petit point sur les MR. Après, concrètement, nous, comment on fait du coup à Digital Factory chez Clinic, c'est qu'on a mis en place un template de MR, là sur GitLab qu'on utilise, mais on peut faire la même chose sur GitHub ou Bitbucket, ou je sais pas d'autres outils en tête, mais sur n'importe quel outil, où on a différents points dans le template. Un premier qui est l'objectif, en fait, à quoi sert cette MR, avec le lien vers le ticket dont ça provient, pour donner du contexte à la personne qui va faire la review, pour lui éviter d'aller devoir chercher ces infos elle-même. Et vraiment, l'objectif, pour résumer un petit peu avant d'entrer dans le détail, l'objectif, c'est vraiment de donner le plus possible de contexte et de préparer la review pour la personne qui va faire la review, pour que ce soit le plus confortable et le plus efficace pour elle. Donc, il y a cette partie objectif.
On a aussi une checklist qui est à destination du développeur qui fait l'AMR pour vérifier qu'on n'a pas oublié des points super importants qui passeraient de toute façon pas en review derrière. Donc, qui fait moins de 200 lignes, qui est l'objectif dont on a parlé tout à l'heure, ou alors vraiment expliquer clairement pourquoi on a dépassé les 200 lignes, ce qui peut arriver, on essaie de l'éviter au maximum, mais quand ça arrive, voilà, et se justifier pourquoi, et éviter que ça devienne quelque chose de trop récurrent. Après, bien sûr que tous les tests passent, donc ce qui passe par la CI, donc ce point, il est assez rapidement traité. Idem pour tout ce qui est règles de l'int et formatage. Voilà, parce que ce serait dommage de perdre du temps, de faire perdre du temps aux reviewers sur des points qui pourraient être traités par le int, par le formatage. Que la doc a bien été faite. Super important, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur d'avoir de la doc, que ce soit de la doc technique et ou utilisateur en fonction de ce qu'on développe, mais d'avoir toujours quelque chose de carré qui permette facilement à quelqu'un de rentrer sur le projet. Donc après cette checklist, on a aussi une description détaillée qui est technique, de qu'est-ce qui a été changé, pourquoi, quels ont été les choix techniques importants qui ont été pris, s'il y en a, ou vraiment toute autre information qui donne du contexte au reviewer et qui puisse arriver, qu'il ait toutes les informations directement dans ce template sans avoir besoin de switcher entre différents outils pour trouver les infos et potentiellement en fonction des MR, comment tester et valider ça, et voire même des captures d'écran quand c'est pertinent. Ça, c'est vraiment sur la partie préparation, du coup, qui est à la charge du développeur. Et après, donc, il y a une checklist pour le reviewer avec différents points d'attention. Donc, le fait que le code soit lisible et clair, ça passe par le nommage, par le respect des bonnes pratiques de dev. Voilà, que les tests automatiques, donc on sait qu'ils passent, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais il faut qu'ils soient pertinents et suffisants, parce que c'est pas, le but, c'est pas juste de faire du coverage, mais c'est aussi d'avoir que ça ait un réel intérêt de faire des tests. Donc vérifier qu'ils sont bien pertinents et qu'ils sont suffisants par rapport aux guidelines qualité qu'on a définies dans le projet. Après, toute une partie sur ce qui est sécurité et performance, à vérifier qu'il n'y a pas de failles évidentes qui ont été introduites dans le code, qu'on respecte bien toute l'architecture du projet, donc soit la structure des dossiers, structure des fichiers, où est-ce qu'on met quoi. S'il y a des impacts annexes qui ont été, si tous les impacts annexes ont bien été identifiés, sachant que nous, ce qu'on fait en plus, c'est que avant de faire le développement du ticket, on a une première passe là-dessus où on essaye de lister tous les impacts potentiels. Donc, c'est vérifier qu'ils ont bien été pris en compte, que la doc est à jour et que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le template de base, mais elle évolue au final au fur et à mesure de la durée de vie des projets et des équipes. Si on se rend compte qu'il y a souvent un problème récurrent qui vient lors des reviews, on va l'ajouter dans la checklist pour s'assurer que c'est bien pris en compte à chaque fois. Et s'il y a des points qui servent plus, on les enlève pour avoir une checklist qui reste quand même relativement courte et pas se retrouver avec 50 points à checker à chaque fois. Sinon, ça devient ingérable. Mais voilà, c'est une pratique du coup qu'on a chez nous à la Digital Factory, où vraiment on essaie de faire quelque chose d'évolutif pour que ce soit le plus adapté possible au contexte du projet et des équipes. Mais vous allez me dire, c'est ultra long de faire ça à chaque fois. C'est pas faux. Effectivement, ça prend du temps, mais ça a aussi des impacts ultra positifs et plein de bénéfices derrière. Donc on va parler un petit peu de ce qu'on gagne à faire ces revues de code aussi poussées. Il y a une étude, juste pour introduire ça, qui nous dit qu'on détecte en moyenne 60% des bugs en faisant des revues de code, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on fait en faisant des tests unitaires d'intégration, où on détecte seulement 25 à 45%. Pourquoi je parle de la détection des bugs? Parce que c'est le premier truc auquel on pense quand on fait des revues de code, c'est éviter d'introduire des bugs. Mais c'est loin d'être tout. En fait, ça apporte énormément de choses qui sont au moins aussi importantes quand on fait des revues de code.
Il y a une première partie qui est la responsabilité collective, c'est que le code qui est poussé en prod, c'est plus la responsabilité juste d'un développeur, mais la responsabilité d'une équipe, puisque ça a été review au moins par une autre personne. Et ça permet d'avoir de vraiment construire un esprit d'équipe et une responsabilité collective autour de ça. Voilà, ça c'est un point qui est super intéressant, de même que la qualité de code. Donc voilà, donc en plus de détecter les bugs, on va la personne qui fait la review va regarder s'il y a des problématiques de qualité de code évidentes qu'on pourrait traiter et améliorer là-dedans. Et ça a un impact qui est un peu indirect, mais qui est intéressant aussi, c'est que quand on sait que notre code, que quelqu'un va relire notre code, on a tendance à y faire un peu plus attention et à éviter de faire n'importe quoi et à plus se relire que si personne ne relisait jamais notre code. Ça, c'est des points qui sont assez basiques mais intéressants. Et il y a aussi toute la partie montée en compétences. Sachant que c'est la montée en compétences, on peut même la découper en deux parties. La partie montée en compétences techniques, par exemple, quand un dev junior fait une revue d'un dev senior, il va voir comment ça a été fait, les bonnes pratiques, apprendre des nouvelles techniques, des façons de faire qui vont le faire progresser. Donc que ce soit du coup quand le junior fait la revue du senior ou dans l'autre sens, par les commentaires que le senior peut faire sur le code du junior. Donc il y a beaucoup d'intérêt là-dessus, et aussi sur la partie fonctionnelle et connaissance du code en général. Parce que voilà, en faisant beaucoup de revues de code et de manière croisée, donc comme j'en ai parlé à l'instant, c'est pas forcément le tech lead qui fait toujours les revues de code des autres, mais on fait des revues de code un peu dans tous les sens, donc de junior vers senior aussi, ce qui permet que tout le monde ait une connaissance, tout le monde ait une bonne connaissance fonctionnelle du projet et de comment ce fonctionnel est traduit dans le code. Et ce qui a un impact qui est ultra intéressant, c'est d'avoir moins de single point of failure. Je pense au cas où, je pense qu'on connaît un peu tous, où il y a un seul développeur qui connaît ultra bien tout le code et toute la solution, et il part en congé, voire il part tout simplement de la société, et on se retrouve dans une situation qui est problématique parce que plus personne a la maîtrise du code. Et c'est sur ces deux points-là, donc la partie montée en compétences et technique et fonctionnelle, où on peut faire même des revues de code post-merge, puisque on peut le faire en fait même une fois que ça a été mergé, potentiellement par plus de personnes. Parce qu'on peut se dire, voilà, s'il y a une seule personne qui a fait la review sur un point ultra important au niveau technique, on va pouvoir aussi lui faire demander la review à d'autres personnes qui vont pouvoir monter en compétences là-dessus. Et c'est pas quelque chose qui est ultra courant, mais c'est intéressant, voilà, sur des sujets critiques. Et après, pour vous donner quelques chiffres de ce que ça apporte concrètement, des études Microsoft qui montrent qu'il y a 66% des devs qui considèrent qu'on a une amélioration claire et une vraie amélioration de la qualité de l'archi quand on fait des revues de code poussées. Et une étude de AT&T qui parle de 15% d'augmentation de la productivité en mettant ça en place. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est pas du temps qui est perdu à faire de la revue de code. Mais au contraire, c'est plus du temps qui est investi et qui permet de gagner en productivité par la suite. Et c'est pas, voilà, c'est on peut avoir du temps qui est productif et qui n'est pas du temps dev. Je pense que c'est bien de le rappeler aussi de temps en temps. Et après, pour pouvoir être encore plus productif sur ces parties de revue de code, on peut mettre en place des automatisations pour aller plus vite et même aller plus loin dans la partie revue de code. Ça passe par des outils qu'on a évoqués très rapidement tout à l'heure, mais le formateur permet de s'assurer qu'on a que le style de code est le même pour tout le monde et il respecte des règles précises. Le linter qui va un peu plus loin sur les bonnes pratiques de code et même l'analyse statique qui inclut notamment la partie une partie sécurité et vulnérabilité, et du coup qui permet d'avoir à la fois un gain de temps énorme pour le reviewer parce que il y a tous ces points-là qui sont déjà traités en amont et du coup il n'y a plus besoin de repasser dessus.
et aussi d'aller plus loin parce que ça permet d'éviter le reviewer, il reste humain et il peut rater des points, alors que le linter, a priori, non. Du coup, on rentre un peu dans le détail de ces différents outils, en commençant par le formateur, qui est assez simple, mais qui est plutôt même très simple à mettre en place, mais qui permet d'avoir du code qui est formaté pareil pour tout le monde et plus facilement lisible. Même ça passe juste par l'indentation et les retours à la ligne, les points un peu de base, et l'espacement, la longueur de ligne. Longueur de ligne, je vais m'arrêter 2 secondes dessus parce que c'est un point qui est super important et je l'ai pas mal vécu. C'est qu'on peut se retrouver sur des projets où la longueur, où les développeurs n'ont pas configuré leur IDE pour avoir la même longueur de ligne partout. Il y en a un qui a mis 80 et l'autre 100 ou 120. Et du coup, ça génère en fait énormément de changements à chaque fois qu'on formate. Et plutôt que d'avoir 3 lignes qui ont été changées sur une MR, on se retrouve avec un fichier entier où la personne qui fait la review, c'est ultra compliqué pour elle de se retrouver, de savoir ce qui compose vraiment le ticket et ou ce qui est juste du format et du formatage qui a changé. Et en fait, le fait de pas avoir ça, ça fait perdre un temps fou. Et après, voilà, des règles qui peuvent avoir les mêmes impacts sur les diffs sur les diffs des merge requests qui sont générés derrière, les points-virgules, les quotes, les single quotes ou double quotes, comment est-ce qu'on organise les imports, etc. Et pour vous présenter quelques outils, donc ils sont assez, les outils ils dépendent un peu des technos qu'on utilise au sein de nos projets. Pour tout ce qui est JS, TypeScript, HTML, CSS, voire même Markdown, il y a Prettier qui fonctionne vraiment super bien. Pour Python, Black. Pour Go Format. Pour C, C++, c'est Lang Format. Et pour Dart, Dart Format. Pas super original comme nom, mais voilà, c'est un peu les outils de base pour faire du formatage. Et après, du coup, pour aller un peu plus loin, on a le linter. Je vais vous montrer quelques règles de base, et même des règles un peu avancées qu'on ne connaît pas tous, et qui ne sont pas forcément toujours en place, et qui peuvent être vraiment sympas. Donc, sur les règles de base, c'est des bonnes pratiques pour avoir du code qui est propre, pas avoir de variables qui sont utilisées, l'indentation, pareil, ce qui peut se recouper avec le formatage, mais qu'on peut mettre aussi dans le linter, ne pas laisser traîner des console logs, qui polluent le code, et en plus pourrait introduire des failles de sécurité en fonction de ce qu'on log. Parce que là, si à un moment on log des infos utilisateurs, c'est pas top. Éviter, il y a des règles qui sont aussi spécifiques au langage. Là, je suis parti plus sur du TypeScript, mais nous, on utilise beaucoup TypeScript, et l'intérêt, c'est notamment d'avoir un langage qui est typé. Donc, éviter de mettre des any qui enlèvent tout l'intérêt de ça. Pouvoir s'assurer que toutes les fonctions sont bien en camel case, qu'on n'ait pas de ternaire imbriqué, de double déclaration, et que les imports fonctionnent. Voilà, c'est des choses qui sont assez basiques, mais qui permettent du coup, si on les a, que la personne qui fasse la review ne soit pas obligée de penser à ça. Et on peut aller même plus loin avec le linter, pour vraiment aller plus loin dans les bonnes pratiques et la qualité du code. Donc, par exemple, en gérant le nombre de paramètres max qu'on peut mettre par fonction. On est parti sur 6, mais ça pourrait être même moins, mais c'est toujours plus sympa de se retrouver dans du code où on a pas 14 paramètres par fonction, et on ne sait pas comment. On a vite fait d'en oublier un, il faut regarder la doc à chaque fois, et on perd beaucoup de temps. Sur le nommage des fichiers, si on se dit que tous les fichiers dans le projet doivent être nommés en kebab case, voire même aller encore plus loin et se dire que tous nos fichiers sont en kebab case, sauf les fichiers qui sont dans les composants, par exemple, qui sont en Pascal case. Pardon, il y a une erreur dans mon doc, mais en Pascal case. On peut aussi travailler sur la taille des fichiers et la taille des fonctions. On est parti sur 300 lignes max par fichier et maximum 75 lignes par fonction. Ça évite de se retrouver avec des fichiers qui font 1500 lignes et qui sont beaucoup plus compliqués à maintenir.
Et ça évite toujours aux reviewers de vérifier ça, puisque on le fait de manière automatique. Pareil sur le nombre de fonctions par fichier. Vraiment, on peut définir des règles qu'on peut customiser comme on veut d'ailleurs, et qui permettent de vraiment améliorer la qualité du code et la façon dont on structure le code de manière complètement automatique. Et après, voilà, il y a des règles qui vont être encore plus spécifiques à des langages. Je vais partir sur React pour donner un exemple, mais sur que tous les hooks qu'on crée commencent bien par use, que quand on met en place des timers avec cette timeout ou cet intervalle, on a bien un clear qui est derrière, qu'on n'a pas d'accès direct au DOM, que tous les imports sont bien formatés de la même façon et qui sont ordonnés de manière alphabétique. C'est toujours plus cool d'avoir quelque chose qui est bien rangé et surtout qui est le même pour tout le monde, toujours pour des histoires de diff dont je parlais tout à l'heure. Pour donner quelques exemples d'outils, sur JavaScript et TypeScript, il y a ESLint qui est assez basique, qui fonctionne très bien. Sur Python, plint, pour la partie plus style avec CSS et CSS stylint. Sur Ruby, Rubocop. Et pour Bash et Shell, on n'y pense pas souvent, mais en fait, il y a aussi des linters qui existent pour les scripts Bash et Shell qui sont pas mal comme Shell Check et qui permettent d'apporter la même chose sur nos scripts Bash. Voilà pour la partie sur les linters. On va parler un peu de la partie analyse statique, donc qui peut permettre d'aller encore plus loin, notamment sur la partie sécurité, qui va du coup mettre en avant les failles de sécurité potentielles ou les vulnérabilités qui sont introduites. J'en ai un en tête qui est assez récurrent, c'est sur l'utilisation potentielle de regex pour faire du denial of service si elles sont pas bien, si on clean pas bien les entrées, qu'on les fait pas bien. Une partie mise en avant des duplications dans le code, ce qu'on peut pas faire à ma connaissance avec un linter simple, mais qui permet de mettre en avant toutes les parties où il y a de la duplication de code et pouvoir les résoudre pour limiter le code en double, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique pour avoir du code qui est clair et maintenable. Voilà, du coup, toute la notion de maintenabilité et aussi qui est super intéressant, tout ce qui est complexité de code, complexité notamment des fonctions avec la complexité cyclomatique, qui peut être calculée de différentes façons, mais en gros qui prend en compte le nombre de if et de for et de boucles et d'imbrication de ces boucles entre elles dans une fonction pour évaluer la complexité. C'est pas forcément parfait, mais ça donne quand même une vision de quelles sont les fonctions qui sont ultra complexes, et donc parce que qui dit fonction complexe dit fonction difficile à maintenir et risque de bug parce que elles sont compliquées à comprendre. Après, pour ce qui est des outils d'analyse statique, il y en a quelques-uns, les plus connus, c'est SonarCube, qu'on peut mettre en place soit sur un serveur à nous, soit directement sur la version cloud. Il y a GitLab SAST qui fonctionne bien aussi, et Snyk qui lui est en plus axé sur la partie sécurité. Enfin, sécurité, vulnérabilité, avec la gestion des dépendances et la mise en avant des dépendances qui ont des vulnérabilités. Voilà sur la partie analyse statique. Et après, il y avait un autre sujet que je vais aborder rapidement aujourd'hui, qui est sur tout le contexte actuel de développement avec de l'IA. Aujourd'hui, alors le chiffre, il varie en fonction des sources, mais je pense qu'il est, je ne sais pas qu'il est exact, mais je pense qu'il est assez révélateur, c'est qu'on a 50% du code qui est généré par l'IA. Ce qui est intéressant, parce que ça permet d'aller plus vite sur pas mal de trucs, mais qui demande du coup d'avoir encore plus de reviews et de manière encore plus précise. Parce que sans IA, on pouvait se retrouver avec du code qui était vu par un seul dev avant d'être mis en prod. Avec l'IA, si on ne fait pas de review, on risque de se retrouver avec du code qui n'a jamais été vu par un humain avant d'être mis en prod.
avec tous les risques que ça comporte. Parce que l'IA, elle n'est pas parfaite, elle peut introduire quand même pas mal de bugs ou de failles ou de problématiques. Donc, c'est dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est encore plus important de faire des code reviews de manière structurée et, précise. Voilà, l'IA, elle peut aussi nous servir sur la partie revue de code. On a des outils comme CodeRabbit ou Diamond qui est fait par Graphite qui se branchent sur GitHub, GitLab ou Bitbucket et qui font une première review qui est toujours pas parfaite, mais qui permet d'aller encore un peu plus loin que l'analyse statique et le linter et le formateur pour détecter les problèmes potentiels. Pour les avoir utilisés, il y a quand même pas mal de faux positifs où en fait il va nous faire un commentaire, mais il n'est pas forcément ultra pertinent. Mais ça a quand même, ça a au moins le mérite de permettre aux développeurs de se poser la question, de savoir si effectivement ce qu'il a fait c'est bien ou pas, et même potentiellement parfois de détecter des problématiques de manière automatique. Et si ça vous intéresse, tout sujet de code review avec l'IA et aussi même de process de dev avec l'IA que j'évoquais au tout début, je vous donne rendez-vous le 14 mai pour un Tech Live sur ce sujet. Bon. Et pour conclure, il y a un point qui je pense qui mérite d'être rappelé sur les revues de code, c'est ne pas oublier d'être positif et constructif. Ça sert à rien de faire de mettre en commentaire, de dire c'est nul, c'est mal codé, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Alors qu'on pourrait le faire de manière, ce qui est intéressant, c'est de le faire de manière plus constructive, soit en faisant des suggestions. Par exemple, il y a quand même une partie des revues de code qui passe par des suggestions de renommage ou des petites suggestions de modification de code qu'on peut en plus faire directement via les outils de code review, même juste dans GitLab, suggérer des modifications et expliquer pourquoi. Par exemple, changer un handle data en format API response pour que ce soit le plus explicite possible, ou séparer un composant en plusieurs fichiers pour que ce soit plus facilement maintenable et que le code soit plus clair. Et voilà qui conclut ma présentation. Et du coup, si vous avez des questions, c'est à vous. Des questions ou des remarques d'ailleurs, hein, ou des sujets à évoquer. Oui, bon, a priori. Merci Cyril pour ta question. Alors, tout ce qui est outils de formatting, linter, gratuit. Les outils d'analyse statique, plus ou moins gratuits. Sur les versions cloud, il y a souvent une version freemium et après une version payante en fonction du nombre de merge requests qu'on fait ou du nombre d'utilisateurs. Après, par exemple, sur SonarQube, il y a une version qui est gratuite entre guillemets parce qu'on peut la déployer. On peut la déployer sur un serveur à nous, enfin, pas vraiment gratuit, mais on peut la mettre chez nous ou même la faire tourner en local. Et après, pour les outils de revue de code avec l'IA, il y a un free tier sur CodeRabbit et Diamond dont j'ai parlé.
si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a un free tier sur les deux. Qui est limité en fonction de nombre, pareil, de nombre d'utilisateurs ou nombre de PR ou MR par mois. Du coup, je vois pas d'autres questions. Du coup, je vais conclure là-dessus et vous souhaiter du coup une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous du coup le 14 mai pour un Tech Live sur l'intégration de l'IA dans les process de dev. Bonne soirée à tous.